Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 27 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, les playoffs ont commencé depuis quelques jours, mais aujourd'hui, on va aborder un sujet tactique à travers un article qui a été publié il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on va parler des fameux pick and roll inversés. Bon, déjà avant toute chose, vous avez remarqué que pendant quelques semaines, il n'y a pas pu avoir de Basket Lab. Malheureusement, j'ai eu quelques petits problèmes, et notamment informatiques, où j'ai eu perdu des enregistrements, très simplement. Perdu des montages et des pistes enregistrées. Il y a quelques enregistrements avec d'autres personnes qui n'ont pas pu se faire parce qu'évidemment, en ce moment, tout le monde est un peu occupé. C'est la fameuse période de l'année où tout le monde est occupé. Donc voilà, grosso modo, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu avoir trop d'épisodes ces derniers temps. Mais ne vous inquiétez pas, normalement, ça devrait revenir, et notamment avec les playoffs, évidemment. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ces fameux pick and roll inversés qui sont une tendance qui se développe de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pick and roll inversé ? C'est plutôt que traditionnellement le meneur qui utilise un écran de son intérieur, c'est l'inverse, c'est-à-dire le meneur lui-même, meneur ou arrière qui pose l'écran, et l'intérieur qui est plutôt dans le rôle du porteur de balle du coup, et du passeur ou du créateur balle en main. Et donc, par rapport au standard qu'on a déjà eu depuis toujours, c'est un pick and roll inversé. Pour les amateurs de mathématiques, 1 sur pick and roll. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui ? Deux raisons, très simplement. Déjà, c'est un enjeu, le pick and roll inversé, qui est quand même assez important dans la tactique d'aujourd'hui. On le voit beaucoup avec Denver, on le voit beaucoup avec Stephen Curry, évidemment, à Golden State. On le voit beaucoup à Miami, avec Kyle Lowry ou Bam Adebayo. On le voit dans pas mal d'équipes comme ça, très importantes. Évidemment, on ne parle même pas de Milwaukee, qui le fait énormément avec Antetokounmpo. Donc, en cette période où la tactique est évidemment à son paroxysme avec les playoffs, c'est l'occasion de revenir dessus. Mais il faut dire aussi que deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on l'aborde précisément ? C'est aussi parce qu'on a eu un article qui a été publié il y a quelques temps qui revient justement sur ce phénomène. Et donc, comme d'habitude, vous le savez, quand on parle d'article, et c'est d'ailleurs lui qui allait le dénicher, on va recevoir une nouvelle fois Antoine Tartrou, membre de Basket Info et surtout du podcast de l'Écho des Parquets. Et donc avec Antoine, on va parler de ce fameux article, vous allez voir, de Nekias Duncan, qui revient sur ces fameux pick and roll inversés. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler des pick and roll inversés. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve une nouvelle fois pour parler, alors cette fois d'un article qui a été écrit il y a quelques temps, quelques jours, quelques semaines même, il me semble, qui va revenir un peu sur les pick and roll inversés. Et évidemment, pour parler de cet article, on reçoit une nouvelle fois Antoine. Salut Antoine. Salut, ça va ? Ça va. Je sais que là, c'est les playoffs qui approchent, la meilleure période de l'année. Ça va, tu te mets un peu dans l'ambiance. Surtout que toi, moi, j'aime pas du tout, mais toi, t'aimes bien le play-in en plus. Moi, j'adore le play-in. En plus, j'adore le play-in. Je me rappelle que l'an dernier, on a vu un excellent Lakers Warriors, peut-être même l'un des meilleurs matchs de l'année dernière. Oui. Il me semble que Warriors Grizzlies, c'était pas mal non plus. Et il me semble que tous les autres matchs, littéralement, c'était des purges avec des 20 points d'écart, sans retour derrière, quoi. Notamment à l'Est, je me rappelle avoir regardé un obscur, je pense que c'était pas un Pacers Hornets suivi d'un Wizards, Pacers. Les deux matchs étaient infects, quoi. Mais là, les deux matchs d'hier, donc du coup, Minnesota contre les Clippers et même Brooklyn-Cleveland un peu moins bien, c'était des bons matchs, globalement. Ouais, je te les laisse quand même. Moi, je suis toujours hypé que par les playoffs, mais c'est les goûts et les couleurs. Donc non, on va pas parler directement de l'actualité aujourd'hui. On va parler, toi et moi, d'un article que tu m'as soumis, et un article de Nekias Duncan. On a déjà parlé de son travail. Si tu peux nous dire deux mots là-dessus, c'est un des meilleurs auteurs actuels qui est sur Basketball News, c'est ça ? Oui, et d'ailleurs, je conseille vraiment d'aller sur le site, parce qu'en dehors de lui, il y a d'autres personnes. Vous trouverez pas, je pense, de grands philosophes du jeu,
mais des personnes qui sur des articles qui sont jamais trop longs. D'ailleurs, celui-là, celui dont on va parler, est quasiment l'un des plus longs que j'ai lu sur ce site. Mais voilà, qui vont s'intéresser, je sais pas, aux dernières performances de Treman, je sais pas, à des questions statistiques du côté des Rockets sur le jeu du Magic. Bon, j'exagère, je caricature. Mais... On avait parlé de notamment la baisse d'efficacité de Duncan Robinson à 3 points. C'était un article de ce site-là aussi en début de saison, on avait fait. Et voilà, mais c'est juste pour dire, sur ce site-là, n'hésitez pas à vous balader un petit peu. Il y a du Jackson Frank qui écrit, il y a du Mark Schindler, il y a du Matt Issa, il y a du Ethan Fuller, des personnes où, dans l'ensemble, si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller cliquer parce que sans que ça soit, comme je dis, révolutionnaire ou vous prendrez une claque, vous pouvez rarement vous allez finir l'article en disant je suis pas sûr d'avoir appris grand chose. Non, vous aurez appris quelque chose, souvent de manière assez spécifique. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs sites qui parle de basket du côté anglophone. Qui est assez récent en plus, il me semble. Je crois qu'il y a un ou 2 ans à peine. Ouais. Est-ce que je l'ai découvert, c'était créé ou pas, ça je sais pas. Mais effectivement, c'est pas des articles de fond révolutionnaires, mais c'est quand même de très très bonne qualité sur pas mal de sujets et notamment d'actu. Mais donc là, on attaque avec Nekias Duncan, donc qui est un très très bon auteur qu'on a actuellement, qui est donc l'article, j'ai pas encore dit, qui s'appelle Changing of the Guard, the Future of Screening is Here. Donc le futur de la pose d'écran est arrivé, est actuellement est là quoi. Bref, et donc le thème, la thèse de cet article, Antoine, c'est qu'on va revenir notamment sur tout ce qui est la pose des écrans de par non pas les intérieurs mais de par des meneurs et des arrières, et sur plus globalement même ce principe et cette notion du pick and roll inversé. Oui, c'est un facteur dont on ne parle pas trop en général. La pose de l'écran reste souvent associée aux intérieurs. Et bon, on peut pas dire non plus que c'est complètement injustifié parce que majoritairement, ceux qui vont poser des écrans sur le ballon, on a souvent une relation entre le porteur de balle, votre meneur, et souvent le joueur qui est le plus grand chez vous, votre poseur d'écran. Ja Morant, Steven Adams, Mike Conley ou Donovan Mitchell avec Rudy Gobert, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier un phénomène où de plus en plus, ce qui avant, quand vous suiviez la NBA, c'était forcément, je veux dire, un petit qui forcément était meneur, avec un grand qui forcément avait jeu d'intérieur, de pose d'écran et tout, qui était associé sur ces jeux à deux. De la même manière que c'est pas forcément votre joueur le plus petit sur le terrain qui va mener le jeu. On est prêt avec des Doncic, des Harden, des LeBron James à avoir des meneurs qui sont en fait beaucoup plus grands. Et de l'autre côté aussi du spectre, de la pose d'écran, aussi essayer d'aller innover et de ne pas limiter cet art de l'écran forcément à vos joueurs les plus grands, les plus imposants avec la plus grosse carrure, mais au contraire des joueurs plus petits avec forcément des avantages et des inconvénients qui sont différents. Mais voilà, on retrouve un peu cette idée globale qu'on a dans la NBA depuis 10 ans où on cherche grosso modo à tout diversifier, les rôles, les positions, etc., dans l'optique où si on a un avantage quelque part, d'essayer d'en profiter ou du moins de l'ajouter à son arsenal, à sa palette offensive. C'est ça, et faut dire aussi que voilà, si les choses ont longtemps été comme elles étaient, le moule classique que tu décris avec le petit qui fait un pick and roll, qui utilise un écran du grand, c'est aussi parce que depuis la création de la NBA, le développement du jeu en lui-même depuis des décennies, forcément il y avait un peu des liens de corrélation très forts entre ceux qui savent bien manier le ballon, c'était plutôt les petits, et ceux qui savaient poser des très bons écrans, c'était plutôt les grands, mécaniquement. Donc c'est un peu comme ça qu'on était un peu toujours dans ce moule-là. Et c'est vrai que comme tu viens de le dire, on a aussi de plus en plus ces 10 dernières années une diversification à la fois de profils, de registres de jeu, des joueurs qui ont un certain poste entre guillemets, mais qui occupent des rôles très différents. L'exemple avec Nikola Jokic évidemment, qui est un pivot, mais qui est en fait un créateur balle en main qui se balade partout. Voilà, t'as plein d'exemples comme ça. Cette diversification tactique dans le jeu, dans les systèmes, mais aussi en termes de profil, c'est quelque chose qui explose de plus en plus, notamment encore plus parce que depuis quelques années, on a encore plus d'espace, donc on peut profiter et on peut tester de faire plein de nouvelles choses, etc., etc. Tout devient plus dangereux quand il y a plus d'espace. Donc bref, on arrive sur une période où
Et c'est un peu là-dessus que l'auteur s'intéresse à ce sujet. C'est notamment, voilà, c'est cette fameuse nouvelle tendance, peut-être, en tout cas, il se pose la question de, finalement, ces meneurs arrière, principalement, qui sont parfois des shooters, mais pas forcément, des meneurs arrière qui en viennent à être également très dangereux, et même, on va parler avec Stephen Curry, peut-être même le plus dangereux de NBA en termes de poseur d'écran, qui, de par ces profils différents, finalement, ils ont des qualités très différentes, mais en termes de dangerosité, ils sont aussi redoutables, voire même peut-être plus que certains intérieurs classiques qui sont très grands et qui posent des écrans très classiques, finalement. Ouais, je sais pas si tu veux rentrer dans le cœur du sujet maintenant. Vas-y, je t'en prie. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on sent que l'importance sur les écrans, voilà, je pense que les personnes qui écoutent ce podcast n'apprendront rien quand on dit, voilà, aujourd'hui, c'est devenu l'élément central des attaques. Et du coup, comment les défenses se prémunissent à ça? Souvent, c'est en ayant, en étant proactif plutôt que réactif, de se dire quand il y a un écran entre tel joueur et tel joueur qui est positionné à tel endroit du terrain, on va se positionner comme ça. Et souvent, ça va pas changer au cours du match. Ça peut changer, mais voilà, parce que vous avez clairement un plan qui ne marche pas, vous êtes obligé de vous ajuster, etc., quoi. Mais du coup, on comprend bien que si pour tel type d'écran, vous avez tel type de défense en face, et sachant que la défense ne peut pas tout contenir, en fait, les profils qui deviennent quasiment les plus intéressants sont ceux qui peuvent, justement, après cet écran, ou même d'ailleurs pendant l'écran, de pouvoir jouer derrière sur différentes cordes. Ok, vous allez jouer le drop. Moi, poseur d'écran, je suis capable d'aller jouer le pick and pop derrière, de m'éloigner et d'être en fait tout seul, au niveau de la ligne à 3 points et de pouvoir enfiler le tir à longue distance. Mais ok, vous commencez à anticiper le fait que je vais faire un pick and pop. Tout d'un coup, je peux décider d'aller glisser l'écran et d'aller attaquer l'arceau et de profiler d'une situation de 4 contre 3. Vous allez vouloir commencer à switcher. Hop, je vais essayer de prendre l'intérieur sur vous, de jouer lob ou une position au poste bas et de vous attaquer derrière. Et quand on a des joueurs qui commencent à pouvoir mélanger toutes ces façons différentes d'attaquer un certain plan défensif, non seulement c'est plus difficile pour vous de se dire s'il est capable de tout faire, quelle décision on prend, mais vous serez quand même obligé à la fin de prendre une décision, et en plus derrière vous ne savez pas ce que va faire le joueur, donc vous pouvez essayer de commencer à anticiper, de vous ajuster au cours du match, mais si à chaque fois vous ne pouvez pas prévoir, en fait vous jouez à la roulette russe sur chaque écran, et s'il y a 4 possibilités et que vous en choisissez une, c'est-à-dire qu'il y a quand même 3 autres possibilités que le joueur ne fasse pas ce que vous avez anticipé et soit dangereux, quoi. Et je pense que du coup ce besoin en fait de diversifier le poseur d'écran et ce qu'il va faire après font que au final des joueurs qui restent très dangereux sur écran, mais dans des profils classiques de ce qu'on appelle les rollman, à la Rudy Gobert, à la Steven Adams, on sait que en effet pour passer autour de l'écran ça va être compliqué, mais on sait globalement ce qu'ils vont faire. Ils vont poser leur écran et après essayer d'aller attaquer l'arceau potentiellement sur un lob. Et si ça reste une combinaison dangereuse, si la défense sait à chaque fois ce qui va se passer, c'est quand même plus facile à défendre que typiquement c'est la force d'un Karl Anthony Towns qui est de dire oui en fait moi je peux très bien jouer ce rôle-là, mais aussi je peux très bien éloigner à 3 points. Et du coup, je pense que cette diversification, ce besoin de diversification dans le rôle du poseur d'écran a un peu amené logiquement à s'éloigner forcément de ce poste 5 à l'ancienne, soit en ayant une mutation sur le poste 5, des joueurs comme Anthony Davis, comme Kristaps Porzingis, comme justement Karl Anthony Towns, même quand Nikola Jokic, on voit bien qu'il y avait un peu ce côté diversifier les différentes manières de pouvoir agir après écran, mais aussi logiquement, si vous avez ce besoin, pourquoi pas aller sur des postes plus petits qui eux seront peut-être pas forcément, s'ils sont plus petits, ça sera peut-être de moins bons rollman et encore. Mais par contre, je sais pas si je prends un exemple, mais si c'est Curry qui va poser votre écran, oui, en effet, leur rôle sera peut-être peu dangereux.
Par contre, s'il fait un pick and pop et que vous l'avez pas défendu en anticipant le pick and pop, on sent tout de suite que la menace est tout autre que si c'est Jonas Valanciunas qui s'écarte à 3 points, quoi. Et voilà, je pense que ce besoin de diversification sur les écrans pour rendre la chose encore plus imprévisible font qu'il y a ce besoin en réalité d'aller chercher des poseurs d'écran autre part que dans le spectre pur de vos joueurs les plus grands, de vos postes 4-5. Oui, et finalement aussi on a un peu toujours eu cette idée que le but d'un pick and roll, c'est d'essayer de faire un bon écran pour créer un décalage, et donc c'est aussi là-dessus que forcément le physique de grands intérieurs rentrait en jeu. Plus t'es grand, plus tu poses un bon écran, plus tu vas pouvoir libérer le porteur de balle et libérer des espaces ensuite. Et c'est vrai que ce dont on se rend compte aussi, on en parlera, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi cette idée que finalement créer un bon décalage, créer un bon écran, c'est plus forcément la priorité, ou en tout cas l'unique nécessité. On se rend compte aussi qu'en utilisant des profils différents dans ce rôle-là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils font après l'écran, finalement. C'est que, Curry, il a pas la carrure de Capella, par exemple, pour arrêter le défenseur qui essaie de traverser l'écran. Il va pas créer autant de contacts, il va pas le ralentir autant. Mais par contre, ce qu'il va faire derrière va être potentiellement beaucoup plus intéressant, que ce soit en termes de decision making avec la balle, que ce soit en termes de dangerosité, de par son shoot, de par les zones du terrain où il peut devenir dangereux, etc., par le passing. Et c'est là-dessus où du coup, on a un peu peut-être pas un shift complet non plus, mais on a cette diversification où, au début, on utilisait les gros intérieurs pour créer le plus de décalage possible sur l'écran en lui-même. Là, c'est vrai, avec des profils différents, on se dit que peut-être que, tant que l'écran est un minimum bien au début, l'intérêt, c'est aussi que derrière, ces profils-là différents, avec plus de skills, plus de techniques, ils peuvent faire des choses peut-être plus intéressantes derrière aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'avant, il y avait aussi ce côté, il y avait peu de spacing, et globalement, les joueurs cherchaient quand même à essayer d'avoir ces tirs, d'avoir ces lay-ups ou ces tirs à mi-distance. Et on peut comprendre forcément que ce qui était important, c'était de faire la différence directement par rapport à son vis-à-vis défensif, et que du coup, c'est vrai que si vous voulez juste créer un écart temporaire par rapport à votre vis-à-vis, il faut avoir ce gros intérieur massif autour duquel c'est difficile de naviguer. Mais parce que voilà, il y avait au final assez peu cette idée de mettre en valeur derrière le poseur d'écran, parce que il pouvait essayer de faire un rôle, mais on était déjà très proche de l'arceau, il y avait déjà beaucoup de monde dans la défense. À quel point c'était une option intéressante. Bon, on a quand même vu Stockton et Malone le faire pendant quelques années. Et encore, c'était avec des règles défensives bien précises qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et bon, avec Stockton et Malone, qui étaient deux joueurs qui, pour le coup aussi, Malone, limite sur les écrans, il préférait plus jouer sur pick and pop qu'aller faire leur rôle derrière. Donc, et tu peux préciser que les règles défensives dont tu parles, c'est interdiction notamment de faire de la zone à l'époque. Oui, ou des pré-rotations. Voilà, c'est ça. C'était surtout le principe. Aujourd'hui, la majorité des défenses font de la pré-rotation pour essayer d'être le plus en avance possible sur l'action qu'ils sont en train d'anticiper, alors qu'avant, vous aviez pas le droit et vous étiez obligé un peu d'attendre que. Je crois qu'il y a cette séquence il y a pas longtemps qui avait été postée par. Je crois qu'on a déjà parlé de lui, Bowser to Bowser, la personne qui fait le site Basketball Action Dictionary, et qui disait, mais est-ce que cette séquence est normale où on voit, je crois que c'est un jeu à deux entre Gary Payton et Sean Kemp, et on voit en fait que les deux joueurs montent sur Gary Payton après l'écran. Sean Kemp forcément glisse l'écran et directement sous l'arceau, et on voit que les trois autres joueurs qui sont côté faible, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir y aller, mais en fait ils peuvent aller sur lui uniquement quand il aura touché le ballon, quoi. Oui, ils n'ont pas le droit de venir faire une pré-rotation avant. C'est vraiment quand il a la balle, je peux venir aider, quoi. Exactement. Mais bon, souvent le spacing, là on parle d'un basket qui est souvent la fin des années 90 où on va pas rentrer là-dedans, ça serait trop long, mais on avait un spacing un peu factice qui commençait à s'installer. Mais avant, en fait, souvent les trois autres joueurs, ils étaient déjà dans la raquette ou pas loin, ce qui fait que en fait la rotation était déjà là, quoi. C'est souvent un peu ce qui se passait quand même. Mais du coup, ça qu'on est passé aujourd'hui, on trouve toujours, même un peu de moins en moins, j'ai l'impression, mais cette critique où les joueurs posent plus des vrais écrans, etc. C'est un art qui est perdu. Et allez, je vais dire qu'à 20%, je la comprends.
il y a certains joueurs où vraiment vous dites, en fait, c'est moins que ils vont plus forcément poser d'écran, mais ils vont être incapables de diversifier justement leur pose d'écran. Ça râle souvent sur Capella parce qu'il va glisser systématiquement son écran. Et tu te dis non, même dans ton registre d'intérieur, à des moments tu dois les glisser, et à des moments tu dois les poser dur quand même, quoi. Et on voit que la critique là est pas tant sur le fait que Capella glisse son écran que il fait tout le temps ça et n'arrive pas bien d'alterner entre les deux, et que du coup la défense sait un peu ce qu'il va faire à chaque fois après la pose d'écran. Et ce qui fait que voilà, quand je reviens en disant ce côté à 80%, je trouve que c'est pas justifié parce que aujourd'hui les équipes ne cherchent plus forcément à juste créer ce différentiel entre le porteur de balle et son vis-à-vis, un différentiel assez temporaire, quoi, juste le temps de passer après l'écran. Non, aujourd'hui vous voulez, parce que voilà, hein, si vous le faites, le défenseur du poseur d'écran va un peu monter sur vous, ça va vous laisser le temps à votre défenseur, votre vis-à-vis de revenir, et balle en main, au final, vous avez juste fait stagner votre attaque, quoi. Et que c'est là où il faut dynamiser un peu ce que veut faire votre poseur d'écran. Donc voilà, je trouve qu'un peu cette critique qu'on entend un peu toujours de temps en temps toujours, qui est aujourd'hui on ne sait plus poser des écrans. Alors il y a aussi la façon, tous les écrans sont illégaux, mais ça, je crois que ça n'a rien de nouveau. Ça a toujours été plus ou moins là. Mais en même temps, si aussi on a cette impression que les écrans sont de plus en plus illégaux, c'est qu'en réalité, justement, si on demande aux poseurs d'écran d'avoir quelque chose de plus diversifié, à des moments, il va sprinter pour aller poser son écran, mais en fait pas vraiment poser l'écran, ce qu'on appelle les principes des écrans fantômes, ce qui, suivant votre couverture défensive, peut vous mettre à mal. Voilà, il y a cette idée où un écran, il y a différents styles défensifs. Il y a une défense agressive, ce qu'on appelle les edge ou les traps. Il y a les défenses conservatrices qu'on appelle le drop. Il y a l'entre-deux qu'on appelle le show. Il y a la possibilité de switcher. Il y a le ice et tout ça. Et en fait, pour contrecarrer chacun de ces systèmes défensifs, le porteur de balle a son rôle, mais le poseur d'écran aussi a son rôle. Et typiquement, vouloir faire un gros écran, alors vous savez qu'une trappe arrive derrière, à quoi bon, vous avez envie de dire, quoi. Oui, il vaut mieux offrir une option de passe rapide, donc par exemple glisser l'écran plutôt que de poser un vrai écran. C'est ça. Très et dur, du quoi. coup, très vite, on sent que quand on demande cette diversification d'écran, en fait, on demande aux joueurs qui posent l'écran d'avoir tout cet arsenal. Ou si vous glissez votre écran, ce qu'on va demander en général, on arrive sur ce qu'on appelle les situations de short roll. On va vous demander d'être plutôt bon dribbleur parce que en général vous recevez la balle à 5-6 mètres du panier, donc c'est bien si vous savez vous déplacer avec la balle, être capable de bien finir près de l'arceau parce qu'en général c'est la première option qui va s'offrir à vous, mais aussi d'être un bon passeur parce qu'en général on va venir en rotation et à vous de prendre la bonne décision, quoi. Et déjà on sent que c'est une panoplie qu'on ne demandait pas forcément aux intérieurs avant. Et c'est des qualités qu'ils n'ont pas forcément dans leur formation de base, quoi. Finalement, en tout cas, en grande partie, quoi. Aussi, si vous avez une défense qui joue le drop ou le ice, votre poseur d'écran, c'est bien au final, si de temps en temps, il peut aller s'écarter à 3 points pour poser cette menace. Et chose intéressante, parce que je pense qu'on y vient, où c'est là où je trouve que les écrans derrière peuvent être très intéressants, c'est par rapport aux défenses en switch qui se sont tant développées, popularisées ces dernières années, où face à une défense en switch, le plus gros défaut de la défense en switch, en dehors des écrans glissés, c'est de savoir quand est-ce qu'on switch et si on switch ou on switche pas. Et le mécanisme face à des équipes qui vont avoir tendance à tout switcher, l'une des situations les plus difficiles, c'est ce qu'on appelle justement ces écrans fantômes, les ghost screens, ces faux écrans, parce qu'en réalité, si vous attendez un moment qu'il y ait contact, que la personne, je sais pas, imaginons que je suis le défenseur sur Stephen Curry, il y a, je sais pas, il y a Klay Thompson ou Jordan Poole qui semble aller vers moi pour poser un écran, il y a certains systèmes défensifs qui vous disent, tant que Jordan Poole vous touche pas, vous restez sur Curry, quoi. Mais il y a des systèmes où c'est un peu plus compliqué, et si Poole semble venir vous et que vous dites, bon, ok, je vais être prêt à switcher, aller sur Poole, mais qu'en fait,
il pose pas du tout son écran. Dans sa course, hop, à un moment, il dévie. Bah, est-ce que le défenseur de poule va pas se dire, bon, il y a quasiment un écran, là, c'est à moi de prendre Curry, et le défenseur, moi qui suis sur Curry, de lui dire, attends, mais il n'y a pas eu d'écran, du coup, c'est à moi de suivre Poole, ou je reste sur Curry. Et on voit bien que, je crois que je l'avais déjà dit sur ce podcast, je sais plus qui c'est qui avait dit, un écran, ça sert à faire penser la défense, à la faire réfléchir, et donc à la faire hésiter. Bah là, on voit typiquement le dilemme qui se passe. Et c'est là où les arrières sont très intéressants, parce que je sais pas si c'est André Drummond qui fait exactement la même séquence dont je viens de parler, mais qui dans sa course se dévie pour aller à la ligne à 3 points. Vous dites ouais, pourquoi j'ai besoin d'aller le suivre au périmètre, quoi. Ouais. Par contre, si c'est Poole, si c'est Curry, si c'est Van Vliet, si c'est Laurie, si c'est des plutôt bons shooters, vous dites ouais, non, il faut pas que je me plante. Et c'est pour ça, dernièrement, si vous regardiez les Lakers, que je vous ne conseillais pas trop, mais bon, maintenant c'est fini, où vous aviez Malik Monk qui allait poser des écrans pour les LeBron James, quoi. Et je pense que c'est là qu'on commence à comprendre, face aux défenses en switch, pourquoi ces poseurs d'écran plutôt petits sont en réalité très intéressants. Mais ça demande aussi quand même qu'ils sachent eux aussi poser des bons écrans, parce que s'ils glissent tout le temps, bon, vous savez qu'ils vont le faire. C'est ça, ouais. Il y a quand même un niveau minimum, quoi. Bah, il y a un aspect technique qui est en fait, à la fois technique et je dirais aussi psychologique, qui est aussi d'être prêt au moment d'aller au masto, qui est vraiment poser vos écrans, qui est quand même vu pas forcément comme l'art le plus noble de la NBA. Il y a des moments, bah ouais, un écran, c'est aller au contact, et sachant que vous toucherez sans doute peut-être pas la balle. Et on peut imaginer qu'un rôle à la Rudy Gobert, bah, pour des porteurs de balles qui ont pas du tout cette habitude, ça paraît pas très attrayant. Et après, il y a quand même le registre technique qui est de se dire, bah, voilà, un écran bien posé, c'est un écran qui est dans le bon timing, qui est avec le bon angle, qui permet d'avoir une bonne relation avec le porteur de balle pour savoir un peu ce qu'il va faire. Parce que typiquement, l'un des trucs classiques aujourd'hui sur les écrans, c'est, je fais mine de poser un écran d'un côté, et en fait, à un moment, bah, je fais un 180 degrés autour du défenseur et je le pose de l'autre côté, quoi. C'est super, mais il faut que ça soit quand même en accord avec le porteur de balle, hein, parce que sinon, ça se trouve, vous allez vous rentrer dedans ou j'en sais rien, quoi. Donc, ça demande quand même un certain registre technique qui paraît pas hyper difficile, mais que tout le monde n'a pas. Alors pour revenir un peu du coup à l'article, on s'est un peu éloigné là, mais parce qu'on parlait du sujet de manière très théorique. Alors lui, il fait une introduction dans son article qui est un peu, on en parlait un peu en antenne là tout à l'heure. C'est pas que c'est brouillon, mais ça ressemble un peu à un journal intime, ou en tout cas il nous décrit un peu son propre raisonnement. Et notamment, donc il parle de ça, de ce dont tu parles à l'instant, le fameux point des défenses en switch notamment, et ce moment très précis de qui a la responsabilité de qui est un peu la faiblesse de cette chose-là. Il parle un peu de ça en nous disant que voilà, le small ball, ça a été créé un peu pour contrer à la base les line-up avec deux gros sur le terrain, mais finalement on a un peu je pense que tu seras d'accord aussi, c'est cette idée que on pendant longtemps, enfin en tout cas pendant un moment, on a mine de rien fait un peu ce raccourci de le small ball. En fait, c'est pas tellement le small qu'on aimait bien, c'était plutôt les skills des joueurs dans des line-up en small ball. C'était pas tant le fait qu'ils étaient petits, en fait, qu'on recherchait, c'était surtout le fait qu'ils avaient des skills, et en l'occurrence, bah, les joueurs qui avaient le plus de skills, ils étaient un peu plus petits que les intérieurs classiques. Et donc, ce qui fait que, voilà, on a aussi ce truc assez normal que, bah, quand on a le choix entre quelqu'un qui est grand et avec des skills, ou simplement quelqu'un qui a des skills, bah, forcément, et notamment pour les superstars ou pour les stars, on va préférer quelqu'un qui est aussi grand. Donc cette idée il y a quelques années, il y a pas mal de temps maintenant, mais qu'on était vraiment concentré sur le small ball. Non, c'était pas le small ball en lui-même, c'était surtout à la recherche de skills. Sauf qu'aujourd'hui, si on trouve des joueurs qui sont grands en plus d'avoir des skills, c'est très bien. Mais du coup, il pose aussi la question, il en arrive un peu à ce raisonnement-là, de dire, mais finalement, dans cette nouvelle NBA, si on se retrouve avec
des gens qui ont un beau bagage technique, mais qui en plus sont grands, c'est un peu comment est-ce qu'on s'en sort avec des joueurs très petits finalement, les joueurs qui sont en dessous de 6-5 de haut, et qui ne sont pas des talents extraordinaires qui compensent de l'autre côté du terrain. C'est vrai que dans cette NBA qui recherche beaucoup le switch, finalement ça peut être un peu dérangeant parce que tu proposes un maillon faible attaquable quoi finalement. Et du coup, je peux te lancer un peu sur les conclusions qu'il a fait. Il a pensé aussi aux fameuses finales 2016, et le souvenir que lui il avait, c'était que finalement dans cette mouvance du small ball et du switch, il avait ce souvenir que le succès de Cleveland, c'était de rechercher le mismatch et le switch sur Stephen Curry, et qu'en fait il s'est rendu compte que pas tant que ça quoi finalement. Oui, c'est un peu, pour lui, il disait que c'était un peu son introduction au pick and roll inversé, à savoir, je pense que toutes les personnes qui ont en mémoire les finales 2016, on a en effet un peu tous ces instants, on va dire 7 instants tactiques qu'on a vu se répéter durant ces finales, qui étaient LeBron James, et voilà, face à des Warriors qui avaient décidé de toute façon de tout switcher en défense, était de se dire, amenez-moi la personne sur laquelle Curry défend, venez, amenez-la moi pour que j'aille, amenez-la moi, posez-moi un écran. Je sais pas si par exemple c'était Curry était sur J.R. Smith, je sais pas si Iman Shumpert était déjà là. Oui, oui. Bref, que ces joueurs-là, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir poser des écrans, viennent me poser des écrans juste pour appliquer Curry, parce que dans le système des Warriors, ça aurait demandé que Curry, à un moment, soit, si ça switch en défense, en isolation, face à LeBron James en face de lui. C'est parce que les Warriors, très rapidement, étaient plutôt passés sur une idée d'être plus agressifs, de faire un edge, que Curry monte sur LeBron James, qui force LeBron James un peu à reculer, ou du moins pas pouvoir pénétrer avec son dribble, attaquer directement, et que cet instant-là permettre à Iguodala, à Draymond Green, de pouvoir revenir sur LeBron James, et que Curry aille retrouver son vis-à-vis, quoi. Et il y a un peu cette idée que, et c'est comme ça qu'il parle des piquets dans l'inversé aussi, que finalement si tu veux créer le mismatch LeBron-Curry, tu peux pas faire un écran avec Andrew Bogut ou avec Draymond Green, quoi, parce que je recommence avec Tristan Thompson, parce que Curry il défend pas Thompson, donc t'es obligé de faire un écran avec des petits, et donc c'était un peu comme ça pour lui son point de départ de ces fameux pick and roll inversés, quoi, du coup. Ouais, il y avait cette idée vraiment de partir à la chasse au mismatch, quoi. Mm. Et c'est vrai que voilà, dans les grandes façons d'attaquer le switch, il y a les écrans glissés, il y a le continuer votre jeu, etc. Et il y a le allez-y, vu que ça switch, amenez-moi le moins bon défenseur en face sur mon meilleur attaquant, et on va essayer justement de jouer le mismatch. Et c'est vrai que je pense, en tout cas pour ceux qui se rappelaient de cet élément tactique, on avait un peu cette idée que ça avait bien marché. Et surtout en plus qu'on a vu Cleveland les années d'après le faire, et un certain nombre d'équipes s'en inspiraient. Les Rockets de Harden, les Mavs de Doncic, il me semble que j'oublie quelqu'un. Même les Lakers de LeBron en playoff, hein. Ouais, non mais voilà, depuis que LeBron James, globalement, depuis ses finales 2016, c'était devenu une tactique régulière des équipes de LeBron James en playoff, quoi. Et du coup, Nekas Duncan s'est dit, tiens, je vais revoir les finales 2016, en me focalisant sur ces points en particulier, et il dit, il arrive à la conclusion que, en fait, en termes de rentabilité, d'efficacité, bof, parce que les écrans inversés avec LeBron James, il arrive à 0,8 points par possession, et quand c'est Curry qui est impliqué, 0,87. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est important de ne pas comparer ces statistiques avec les statistiques d'efficacité globale, parce qu'il faut bien comprendre que forcément cette recherche du mismatch, etc., c'est uniquement sur du jeu de demi-terrain. Donc il faut comparer ça par rapport à des rentabilités de demi-terrain, et qui plus est face à une défense qui, les Warriors de 2016, c'est une défense d'élite, quoi. Donc il faut quand même avoir en tête un peu remettre en contexte ces statistiques, mais globalement, même 0,87 sur demi-terrain, c'est pas terrible.
Et on avait été regarder là juste avant les chiffres justement de réussite globale de Cleveland, donc pas juste sur les écrans adversaires, global sur demi-terrain dans cette série. Bon, en dehors des 2 premiers matchs où les Warriors collent vraiment de gros écarts aux Cavaliers, sur les autres matchs après, c'est globalement plutôt en dessous de leur standard, quoi. Oui, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même en dessous de la moyenne du reste du jeu et du reste des moyens d'attaquer, quoi, finalement. Je pense qu'on peut dire que c'est pas rentable, quoi. C'est clairement, même si Cleveland avait très bien défendu de l'autre côté du terrain sur Golden State, et du coup, les standards pour être rentables n'étaient pas aussi élevés que qu'on aurait pu l'attendre. Voilà. On peut dire que c'est pas des actions où si vous les cherchez, c'est forcément, cette idée de la chasse au mismatch avec les écrans inversés et tout, vous dédiez des possessions entières pour obtenir ce que vous voulez, un temps de possession considérable, quoi. C'est vrai qu'en fait c'est resté un peu en tête comme ils ont fait comme ça, ils ont attaqué comme ça, et comme ça a marché, comme ils ont gagné la série, on a gardé en tête que c'était presque l'arme ultime, ou en tout cas une excellente manière d'attaquer. Ce qui nous dit aussi, ce que les chiffres nous disent, et ce que tu nous dis, c'est que oui, ça marchait un peu, mais finalement pas tant que ça, quoi. Finalement, on l'a peut-être retenu mieux que ce n'était réellement, quoi. Je pense, oui. On l'a retenu mieux parce que déjà il y avait un impact visuel qui était fort. Je veux dire, ce recherche, ce mismatch, les commentateurs en parlaient, tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas besoin de connaître très bien la tactique du basket pour savoir ce qui était en train de se passer, quoi. En plus, comme c'était l'une des premières fois qu'on voyait un peu ça, il y avait en plus un aspect de nouveauté qui rendait le discours extrêmement important là-dessus. Et après, en plus, c'est LeBron James d'un côté, un monstre physique, par rapport à un Curry qui, en termes de carrure physique, par rapport à LeBron James, il y avait un écart notable, quoi. Donc je pense qu'il y avait vraiment un aspect symbolique qui était fort, et qui fait que c'est vraiment resté, comme tu dis, il y a la victoire, il n'y aurait pas eu de victoire, on s'en rappellerait peut-être pas de la même manière. Mais après, c'est vrai que là, sur son article, il remet quelques séquences, et ce qui frappe surtout, c'est le côté en fait très stagnant de la chose, où LeBron James est en tête de raquette, attend que l'attaquant qui est sur Curry vienne lui poser un écran, et puis si ça marche pas une première fois, Curry défend la séquence, il faut répéter une deuxième fois. Et en fait, on remarque que non seulement c'est stagnant, ça veut dire que tous les autres joueurs sur le terrain peuvent tranquillement regarder le ballon sans se soucier de leur vis-à-vis, parce que tout le monde sait ce qui est en train de se passer, il n'y a pas de surprise, et du coup tous les autres défenseurs peuvent être impliqués sur l'action au cas où il se passe quelque chose, parce que il n'y a pas de mouvement loin du ballon. Non seulement ça prend beaucoup de temps à l'horloge, et je sais plus quand est-ce que j'avais lu ça, ou grosso modo si vous attendez on va dire 1 seconde pour prendre votre tir, en termes d'efficacité en général vous perdez 1 point, vous perdez 0,01 point par possession, et ce qui finit par se sentir au fur et à mesure. Et donc si vous attendez 20 secondes, vous avez quand même perdu 0,2 points par possession, ce qui commence à devenir important. Donc ce côté de prendre de plus en plus de temps, c'est clairement quelque chose qui vous aide pas, et en plus vous lancez aucune autre action, donc la possibilité qu'il y a quelque chose d'autre qui marche, qui fonctionne bien, une action rentable parce que la défense s'est trompée et que vous finissez par avoir un dunk ouvert, etc., est beaucoup plus faible, quoi. Donc et tu sais, c'est un peu, l'analogie que je ferais, c'est avec les fameux tough shot makers, ou plus globalement le simple tir à mi-distance sur isolation très compliqué. Faut bien, comme à chaque fois, c'est pareil, quoi. La chasse au mismatch, pour moi, c'est un peu pareil que ce tir-là, ce fameux tir sur isolation compliqué, le long tir à 2 points, etc. Il faut bien avoir conscience que c'est pas pareil dans des situations où, de fin de match, très serré, face à des défenses d'élite, effectivement, quand à ce type de joueurs-là, qui sont capables de faire la différence, à ce moment-là, la chasse au mismatch ou le fameux tir sur isolation très compliqué, ça a de la valeur dans ce contexte-là. Mais pour autant, ça a de la valeur parce que c'est un endroit où c'est difficile d'avoir un tir très rentable, et donc ces joueurs-là qui sont quand même capables d'avoir un bon tir, ça a de la valeur. Mais c'est pas pour ça que sur l'ensemble d'un match ou d'une série, la stratégie tu peux l'appliquer et elle sera rentable. Enfin, je sais pas si tu me suis un peu sur cette analogie, mais exactement, c'est un peu ça l'idée. Si ça devient votre plan A,
Bah, c'est un plan en fait qui laisse peu cours à avoir des actions finalement assez intéressantes. Il n'y a pas trop de plan B finalement. Tu te laisses pas le temps de développer des plans B. Exactement, tu t'en laisses pas le temps et t'invites même assez peu les joueurs à avoir cet instinct pour aller rechercher du mouvement loin du ballon, etc. quoi. Et avec une défense en plus, comme je disais, qui, comme elle sait ce qui va arriver, est d'autant plus préparée, quoi. Et des rotations qui sont plus faciles à faire. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça mériterait du coup, on aurait envie de s'y replonger. Et aussi, bon, je rappelle le discours d'époque était de dire ouais mais ça fatigue Curry, du coup en attaque les joueurs sont moins bons. Je comprends ces effets indirects, mais globalement si l'action principale n'est pas rentable, ou du moins peu rentable, miser sur l'effet indirect de la fatigue du joueur de l'autre côté du terrain en espérant non, si vous n'êtes pas rentable déjà, vous vous mettez en situation de défaut où vous serez obligé d'avoir d'autres actions plus rentables pendant que votre adversaire n'a pas ses positions un peu moins intéressantes en jeu potentiellement quoi. Donc je suis assez sceptique là-dessus sur ces effets indirects non mesurables. Mais bon, je pense qu'il y avait des aspects dans la défense de Cleveland qui expliquaient bien mieux plutôt que cette attaque pour aller fatiguer Curry. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'était un aspect assez intéressant parce que je pense que ça a une grande influence. Alors certes, dans une manière particulière d'utiliser les écrans inversés, parce que c'est purement dans une recherche de mismatch, ce que ne font pas tous les écrans inversés. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup de monde, un écran inversé, c'est la première chose, je pense, qui leur vient en tête. C'est LeBron James qui demande à un plus petit que lui d'aller lui poser un écran pour pouvoir jouer le mismatch derrière. Justement, tu parlais aussi du fait que c'était le début, cette fameuse chasse au mismatch. Du coup, on va faire un peu la transition. C'est vrai aussi qu'il n'y avait pas forcément l'adaptation nécessaire de la part de ces fameux arrières de Cleveland, peut-être, pour trouver la parade, pour complètement exploiter que ça soit un tir rentable. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu comme ça que lui il fait la transition de l'autre côté, du coup, non pas Curry en tant que défenseur de ses postes d'écran par un meneur, mais plutôt lui-même en tant que poseur d'écran. Et donc là, on en vient à la grosse partie de l'article et là où il développe un peu ce côté-là, notamment sur Curry, parce que c'est vrai qu'on peut le dire, on peut prendre un peu de temps pour parler de lui. On en a déjà un peu parlé. Toi et moi, on avait fait un podcast sur justement son style de superstar unique dans l'histoire, qui provient notamment de ce fameux jeu sans ballon et de pas seulement être une superstar qui opère balle en main. Mais c'est vrai que du coup, là, dans l'article, il en vient à parler de toutes ces fameuses façons dont on peut attaquer, on peut poser des écrans en tant que meneur et créer des problèmes. On peut dire que la tête d'affiche de ça, et il s'y arrête lui-même aussi assez longtemps, c'est quand même finalement Stephen Curry. Oui, de toute façon, je pense qu'il y a une statistique qui est assez parlante. Il dit, depuis 2015, parce que c'est là que le site dont il sert, qui est Second Spectrum, a commencé à prendre des données. Et depuis 2015, Stephen Curry a posé 5600 écrans en dehors du ballon, quoi, loin du ballon. Loin du ballon, ouais. Et il disait, en fait, sur cette période-là, ce chiffre-là, 5600, ça correspond à le 40e joueur à plus en avoir posé. Et il dit, en fait, si je prends, du coup, les 100 premiers joueurs là-dessus, en fait, c'est que des intérieurs, en dehors de Curry qui est 40e et de Kyle Lowry qui est 98e. Donc, on voit bien déjà que, non seulement il est dans une sphère à part, et sur ces joueurs, sur ces 100 joueurs, globalement, ceux qui ont posé plus de 3000 écrans sur la période, avec Curry, c'est 1,03 points par possession. C'est le plus rentable selon la méthode de calcul du site, quoi. Oui, en efficacité, c'est premier de NBA sur les minimum gros volumes de 3000 écrans sur cette période. Et je précise aussi que la période, tu dis, c'est la période qui correspond à Second Spectrum. Ça correspond à la période de Steve Kerr aux Warriors. Parce que c'est vrai que c'était déjà un peu le cas sous Mark Jackson,
mais il faut quand même voir que dans l'évolution de cette équipe des Warriors, et notamment, il y a eu le paroxysme en 2014, la dernière année de Mark Jackson, Curry était quand même utilisé énormément en tant que créateur classique balle en main. On en avait parlé dans ce fameux podcast que je vous invite à écouter. Mais c'est vrai que ça correspond aussi à l'ère de Steve Kerr et ce nouveau style de jeu et ce Stephen Curry complètement lâché, notamment sans ballon. Ouais, je pense que ça a été l'une des grandes prises de conscience de Kerr, qui était de se dire, mais au final, j'ai un joueur qui est aussi fort avec que sans le ballon, et il faut que en fait je sache magnifier les deux. Et c'était de comprendre qu'en effet, un écran posé par Stephen Curry, c'est quelque chose qui est terrible, parce que pour le coup, on a quelqu'un, et c'est ça qu'on en parle peu pour Curry, qui n'hésite pas à un moment à poser des vrais écrans. L'écran qui bloque vraiment, quoi. Et sachant que du jour où il a relâché sa pose d'écran et qu'il part dans une direction, vous avez pas intérêt de mettre une seconde avant de dire, oh là, en plus il est parti, quoi. Non, il faut rester assez basque, parce que sinon, on sait très bien ce qui va se passer. Il va courir à 3 points, se retourner, et s'il a le ballon, enfiler derrière son tir longue distance, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes du côté des Warriors qui utilisent cette pose d'écran ou non pose d'écran de Curry. En ce moment, il y a un système que j'adore du côté des Warriors, qui reprend leur système de split action. Le split action, c'est quoi? C'est vous avez Draymond Green qui est au poste bas, mais qui cherche à peine d'ailleurs à scorer, et en face de lui, donc par exemple, vous avez Curry qui est dans le corner et Klay Thompson qui est en tête de raquette, et vous allez avoir ce jeu à deux de je pose un écran, je pose pas un écran, qui pose l'écran, qui fait hésiter la défense sur on switch pas, mais attends, il a posé un vrai écran, là on doit switcher, mais en fait il a pas posé d'écran, il a été courir, on a dit switcher, en fait il a pas posé d'écran, mais il est parti vers le panier, et moi j'avais anticipé, on avait tous les deux anticipé qu'il resterait Thompson et lui autour de la ligne à 3 points, et déjà c'est létal, et en plus ils ont rajouté une complexité avec un troisième joueur à mettre là-dedans, donc toujours Green avec le ballon. Et ils vont rajouter souvent un joueur qui est pas forcément très dangereux, un Kevin Looney, etc., où ils vont d'abord faire leur jeu à deux, et suivant ce qui s'est passé, il y a l'un d'eux qui va partir prendre l'écran loin du ballon de Kevin Looney, ou poser eux-mêmes un écran sur le défenseur de Kevin Looney pour que Kevin Looney aille attaquer le panier, et que son défenseur soit resté sur Curry. Bref, un merdier pas possible. Oui, parce que pour revenir à ce que tu disais la dernière fois et même aujourd'hui, poser un écran, c'est obliger à faire un choix, ou forcer la défense à faire un choix. Là, ce que tu décris, c'est en à peine 1 seconde et demie, la défense doit faire 3-4 choix d'affilée sur des switches, sur des coupes au panier, etc., quoi. Exactement. Et si vous prenez une mauvaise décision, si vous avez à un moment dans votre défense une mauvaise communication, c'est un lay-up ouvert ou un 3 points complètement ouvert, quoi. Parce que vous avez forcé la défense à réfléchir, et ça marche d'autant mieux sur ces joueurs qui en effet sont d'excellents shooters et d'excellents shooters en mouvement, et qui n'hésitent pas à poser un véritable écran, et en plus qui balle en main sont plutôt pas trop mauvais, et que c'est assez terrible, parce que c'est vrai que vous allez avoir du côté des Pacers par exemple un McDermott avant qu'il parte à San Antonio, et même depuis qu'il est à San Antonio, terrible poseur d'écran, et extrêmement utilisé dans les précédents coachs du côté d'Indiana. Je veux dire, quand c'était le tour des remplaçants à Indiana, le facteur dynamique de cette équipe, dans c'était les remplaçants, c'était McDermott pose des écrans, ou ne pose pas d'écran d'ailleurs, quoi. Et ça vous suffisait à vous dynamiser une attaque à elle toute seule. Mais bon, vous saviez que du jour avec McDermott, vous deviez défendre le shoot fort, mais après, il n'y avait pas les autres menaces, quoi. Alors que, quand je reprends les joueurs que j'ai cités, des Van Vliet, des Curry, des Laurie, ils ont cet aspect où en plus, ça va être des bons dribbleurs, ça va plutôt être des bons passeurs, et des personnes globalement qui sont intelligentes, et donc ils vont savoir manier cet art subtil entre aller poser le verre écran, ne pas poser écran pour mettre en valeur leur shoot à 3 points, mais au final la défense arrive trop vite sur eux à 3 points parce qu'elle était en rotation, elle était en décalage, et du coup ils vont aller pénétrer, finir avec un lay-up,
Mais s'il y a encore une aide qui vient, ils vont faire la passe dans le corner parce que le joueur est complètement ouvert et ainsi de suite, quoi. Mais il y a aussi une notion de vitesse et d'agilité dans leur pose d'écran ou de pas pose d'écran ou de feinte, etc., que des intérieurs classiques n'ont pas. Exactement. C'est, voilà, et aussi une mobilité, un dynamisme qui fait que c'est pas toujours facile à prévoir, quoi. Et, comme je disais, en plus, souvent, voilà, les intérieurs, quand vous allez les impliquer, c'est pas le même dynamisme. Je veux dire, même si on croit un Karl Anthony Towns, qui est, je pense, un des meilleurs exemples là-dessus, parce que offensivement, on dit qu'il sait à peu près tout faire et que l'animal est quand même rapide. C'est pas la même chose parce que c'est pas la même vitesse et c'est pas la même rapidité aussi à prendre des décisions que ces joueurs-là. Et en plus, je veux dire, voilà, vous dites bon, il y a Karl Anthony Towns autour du périmètre, il faut qu'on fasse attention, quoi. Ces autres joueurs-là, ils évoluent tout le temps dans le périmètre. Et donc savoir à chaque fois être obligé en permanence de savoir quand est-ce qu'ils vont poser leurs écrans, etc. et tout, il y a ce côté assez terrible et qui est une véritable torture en fait pour les défenses. Et ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, où il n'y a pas besoin toujours d'avoir des systèmes très compliqués. Mais du jour où vous avez de l'espace et des joueurs qui peuvent jouer un nombre d'options différents très important, c'est hyper compliqué pour la défense parce que vous pouvez pas, on dit toujours, la majorité des défenses ont des systèmes qui anticipent. Et là, c'est pas suffisant de savoir bien anticiper, quoi. Il faut bien anticiper, mais il faut bien aussi savoir lire et il faut être capable aussi de jouer différentes défenses pour contrecarrer, les plans adverses, quoi. Il faut une adaptabilité qui est plutôt la caractéristique qu'on retrouve chez des meneurs, justement, ou en tout cas des extérieurs, plutôt que chez des intérieurs de formation. Ça, c'est quand même assez évident. Mais c'est vrai que au-delà de ce côté agilité, vivacité, et même prise de décision, passing, etc., à la base, quand même, et c'est ce que aussi Nekias Duncan, l'auteur de l'article, souligne, c'est que évidemment, la base de tout, ça reste le shoot. Et c'est ce que tu as dit aussi avec McDermott. C'est évidemment le cas aussi avec Stephen Curry. C'est que voilà, notamment ce côté dangerosité sur shoot, on le voit bien quand c'est des séquences où il a la balle, où il est proactif. Ça, c'est vrai que on le voit très facilement parce que le fait qu'il se présente, il fasse un pick and roll balle en main lui-même, on voit l'effet immédiat qui est que l'intérieur monte, il est obligé de réagir. Donc ça se voit très facilement. Mais c'est vrai que l'impact qu'il a en tant que lui-même poseur d'écran, et donc plutôt dans des situations où il n'a pas la balle, l'impact est peut-être plus subtil si on se concentre pas ou si on n'est pas un fan expert de NBA qui a pas l'œil, etc., etc. Mais c'est un impact aussi qui est assez incroyable. Il parle aussi, alors je sais plus si c'est lui ou Steve Kerr lui-même qui dit que ah oui, mais en fait c'est un des, si ce n'est le meilleur poseur d'écran de NBA finalement. Et c'est là où on en revient à la stat que t'as cité tout à l'heure. Voilà, dans une ère où on a eu un Rudy Gobert incroyable, ou Clint Capella également du côté des Rockets, etc., etc., DeAndre Jordan qui était dans son prime encore à l'époque, tous ces intérieurs-là, finalement, le joueur le plus efficace, qui générait des situations les plus efficaces, les plus rentables sur ses postes d'écran, c'était pas ces athlètes-là, c'était Stephen Curry, quoi, finalement. Premier de NBA sur les très gros volumes de postes d'écran. Et à la base de ça, c'est forcément, évidemment, le shoot, parce qu'encore une fois, poser un écran, c'est forcer l'adversaire et la défense à faire un choix. Et le fait est que, très souvent, quand on voit avec Stephen Curry, on parlait un peu des défenses en switch, mais de manière plus globale, il y a un effet de par son shoot où en fait il ne fait rien, mais ça a un effet énorme sur les défenses et ça crée un décalage assez énorme, tout simplement parce que très très mécaniquement, très simplement, sur un écran, tu as 2 attaquants et 2 défenseurs, ok. Sur un écran, imaginons Stephen Curry pose un écran, il y a un des 2 défenseurs qui est pris dans l'écran, forcément, et le problème c'est que le deuxième défenseur, donc celui qui n'est pas pris dans l'écran à proprement parler, qui est donc le défenseur de Stephen Curry, en fait, bien souvent, il veut pas lâcher d'un pouce Stephen Curry. Et je pense que tu l'as observé toi aussi depuis des années, mais souvent quand Curry pose un écran, le défenseur de Curry, contrairement à ce qui se fait généralement sur plein d'autres écrans, dans plein d'autres situations différentes, le fait est que quand tu défends un shooter de ce niveau, et notamment avec Curry, son propre défenseur reste collé à Curry parce qu'il se dit qu'est-ce qui va se passer derrière. Oui, alors exactement, déjà c'est la consigne, et puis même par crainte, par dangerosité de non, en fait il est tellement bon au shoot que je peux pas le lâcher, quoi. Donc forcément ça fait que
c'est aussi pour ça, je pense, que je voulais essayer de l'expliquer, mais c'est pour ça que la pose d'écran de Curry est aussi fantastique, c'est parce que c'est un shooter phénoménal, bien sûr, le meilleur de l'histoire, etc., etc. Donc forcément, il a un degré de dangerosité énormissime, ce qui fait que ses propres défenseurs sur les écrans, bien souvent, ils restent collés à lui. Sauf que le problème, c'est que le deuxième défenseur, il se prend dans l'écran de Stephen Curry, et donc mécaniquement, le deuxième attaquant, il est tout seul, quoi, finalement. Et c'est comme ça qu'on arrive à des attaques très rentables. Oui, et pour dire, on trouve même après des systèmes qui recherchent avant tout ça. Je pense qu'il y a de plus en plus d'équipes, par exemple, c'est un pressentiment, je suis pas sûr, mais c'est mon impression, qui vont utiliser par exemple le Spain Pick and Roll, qui est l'une des actions aujourd'hui les plus à la mode, où vous avez un pick and roll classique face à une défense qui va jouer le drop. Imaginons que c'est contre Utah. Vous avez Phoenix contre Utah. Vous allez avoir ce pick and roll entre Chris Paul et DeAndre Ayton, qui va être défendu par Conley et Rudy Gobert, bon classique. Et Rudy Gobert, de manière un peu normale, va rester plutôt au niveau de la ligne des lancers francs. Chris Paul commence à son attaque et là, en fait, de manière impromptue, vous allez avoir Devin Booker qui était sous le panier et qui va aller poser un écran dans le dos de Rudy Gobert. Et ce qui fait que Gobert qui normalement, sur ce genre de séquence, il est censé reculer en même temps que Chris Paul et en même temps que Ayton pour essayer de défendre les deux le plus longtemps possible jusqu'à ce que Conley puisse revenir sur Chris Paul. Et du coup, faut qu'il ait cette capacité de reculer. C'est vraiment, il peut plus reculer. Il est pris dans l'écran, il est surpris et soit Chris Paul, soit DeAndre Ayton, parce qu'il reste quand même le défenseur de Booker, mais lui, il arrive, il est pas très grand, il doit défendre au dernier moment une séquence où il y a Chris Paul qui arrive d'un côté, Ayton de l'autre, et qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et donc, c'est déjà compliqué en soi, mais les équipes sont de plus en plus ajustées à ce genre de séquence, en commençant à anticiper, en prévenant à l'avance. Ou quand on voit que Booker va aller poser son écran, on dit il y a un spin pick and roll et du coup tout le monde va changer. Ça va être le défenseur de Booker qui va aller sur Chris Paul, Gobert va rester sur DeAndre Ayton et Conley va passer sur Booker. En général, c'est sa façon de le défendre. Et c'est là que les équipes, et c'est là qu'on comprend, on va dire le côté, on va dire vraiment torture de la chose, c'est que comme de plus en plus d'équipes le jouent comme ça. Booker, à des moments, va carrément pas poser son écran du tout, sauf que ça a été annoncé que c'était un spell pick and roll, va se barrer à gauche ou à droite, mais absolument pas là où est son défenseur, qui lui se dit, il faut que j'aille sur Chris Paul. Conley qui se dit, attendez, normalement Booker, il doit remonter après avoir posé son écran, il est où? Et boum, vous avez Booker qui est à 45 degrés, qui a un tir complètement ouvert, et voilà, quoi. Et en fait, il y a de plus en plus d'équipes qui jouent le spell pick and roll, certes quand même pour essayer de jouer le pick and roll en tant que tel, mais surtout des fois pour mettre en avant ce poseur d'écran dans le dos de Gobert, qui est généralement un très bon shooter, pour pouvoir le libérer, quoi. Et pareil, ça vient de cette mode où un poseur d'écran, qui doit avant tout être un très bon shooter, rend l'action particulièrement dangereuse, pas forcément parce qu'il est un bon poseur d'écran, qu'il a une grande carrure, juste parce que c'est un très bon shooter, quoi. Nicasse revient aussi sur une des raisons pourquoi est-ce que ça marche autant avec Curry, et notamment il cite Steve Kerr, qui explique aussi, il y a toute une notion de shoot, on l'a expliqué, il y a toute une notion aussi de mentalité, d'une certaine forme d'humilité, de ce genre d'altruisme extrême chez les superstars, et ça encore une fois on en a parlé dans l'épisode qu'on avait fait, donc je vous invite à l'écouter encore une fois. Donc on va pas revenir trop là-dessus non plus. Ce qui fait que, au passage, c'est souvent d'anciens postes 2 reconvertis en 1. C'est ça mon troisième point, ouais, c'est ça. Qui sont en réalité de très bons poseurs d'écran. Tout à fait, ouais. C'est ça un peu le dernier point de Steve Kerr, c'est de rappeler que, oui, mais parce qu'en fait, à la base, faut se rappeler à la draft, on savait pas trop si ça allait être un poste 1 ou 2, et qu'il avait plutôt cette formation de shooter sans ballon, et donc c'est aussi pour ça que ça lui est venu un peu naturellement quand on lui a demandé de poser des écrans sans ballon.
bah en fait il l'a fait quoi, sans trop se poser de questions. Et c'est vrai que du coup on peut aussi, on les a un peu cités déjà, mais on peut retrouver quelques cas comme ça. Notamment il y a la version comme il décrit dans l'article, la version peut-être moins shooter incroyable, mais beaucoup plus dure sur la dureté des écrans, qui est Kyle Lowry, qui est dans le top 100, le fameux top 100 que tu as cité sur les 7 ou 8 dernières années. Kyle Lowry excellent dans ce rôle-là aussi, des piquets dans l'inversé, notamment qui est extrêmement bon avec ses écrans très durs, peut-être le plus dur de tous ceux qu'on va citer sur ces écrans, et notamment pour forcer des switches, qui est quelque chose d'assez primordial qu'on a su dans la série contre Golden State Cleveland, mais aussi la série Golden State Houston, enfin les séries qu'on a eues ensuite. Faut se souvenir que c'est aussi pour ça que Daryl Morey il va chercher notamment quelqu'un comme Iman Shumpert, c'est parce que Shumpert sait poser des bons écrans et que t'as besoin de ça pour forcer un switch, sinon t'as pas besoin de switcher, en fait tu contournes. Donc voilà, Kyle Lowry, t'as aussi cité évidemment le Kyle Lowry 2.0, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais Fred VanVleet, qui est un peu dans ce même moule-là, qui est un peu entre les deux, lui, très très dur sur l'homme, sur le contact, mais qui est aussi un très bon shooter, évidemment. Et puis on a aussi l'exemple de Jamal Murray, qui est assez intéressant aussi, qui même nous dit, lui, Nekias Duncan, l'auteur, nous dit qu'en termes d'efficacité, en fait, Jamal Murray, c'est presque au niveau de Stephen Curry, quoi, finalement. Ouais, mais c'était l'un des points, et c'est ça que j'attendais un peu le cas Murray pour en parler. Ce qui est intéressant aussi avec ce système des écrans inversés, c'est qu'à la fin, vous ne savez plus en réalité qui peut être qui dans le pick and roll. Et quoi de mieux que la combinaison de Jamal Murray et Nikola Jokic pour rendre ça particulièrement compliqué. Vous avez Murray qui arrive, Jokic qui a la balle dans les mains, vous dites bon, ça va être un main à main classique. Sauf qu'en fait non, Murray vient pas chercher le ballon, il vient poser un écran au défenseur de Jokic qui lui, avec le ballon, va après attaquer le panier. Et donc peut-être qu'ils vont faire ça, mais peut-être qu'ils vont pas le faire, qu'ils vont faire autre chose. En plus, comme les deux sont bons à 3 points, ont un bon tir à mi-distance, un plutôt bon dribble. Bon, Jokic est un passeur, peut-être le meilleur passeur dans la NBA actuelle. Murray, c'est pas sa qualité première, mais bon, vu que c'est un porteur de balle, il est pas non plus complètement manchot dans l'exercice. Et voilà, je pense que les très bons chiffres de Murray sont, il faut pas lui enlever le mérite aussi de sa capacité à pouvoir évoluer avec sans le ballon, parce que ce qu'on avait dit, un peu de porteurs de balle aujourd'hui ont cette dualité, mais c'est aussi du fait de Nikola Jokic qui lui aussi a cette dualité entre je peux être un intérieur classique, mais aussi je peux jouer avec le ballon et avoir un rôle de porteur de balle, quoi. Et je pense que c'est l'un des points des écrans inversés où en fait quand vous avez deux joueurs qui ont cette polyvalence, cette panoplie, pour la défense, vous dites alors attendez, c'est quoi notre schéma quand Murray pose un écran pour Jokic, et c'est quoi notre schéma quand Jokic pose un écran pour Murray? Il y a des chances qu'ils soient différents parce que c'est quand même pas les mêmes morphotypes en face. Et que t'as pas envie de switcher parce que sinon tu te fais punir par Jokic. Exactement. Et du coup, en plus quand les deux amènent leur improvisation et en plus ont cette bonne entente, c'est très 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 compliqué à défendre correctement. Oui, parce que la solution facile, ce serait de dire, dès qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, tu switches. Mais sauf que t'as pas envie de concéder un switch à Jokic, qui est stratosphérique pour punir les mismatchs. Mais donc, c'est vrai que c'est un peu, du coup, la notion, finalement, pas des rendements décroissants, mais des rendements croissants, on pourrait dire cette fois, quand comme tu dis, quand tu mets deux joueurs de ce profil-là qui peuvent très bien combiner, forcément, t'as une somme avec une valeur exponentielle, presque, on pourrait dire. Mais c'est vrai que, alors, au-delà de ce côté-là, l'autre avantage aussi de ces fameux pick and roll inversés que j'ai noté, je sais pas s'il en parle, il me semble pas, mais que j'avais quand même noté, c'est le fait aussi que très simplement, on a parlé de la difficulté de faire des switches au bon moment, la difficulté de prendre des décisions, etc., etc. Un peu dans cette veine, et de manière peut-être plus générale, faut dire aussi que quand de plus en plus les meneurs et les arrières se mettent à poser des écrans, le fait est que les défenseurs en face, qui sont aussi du coup généralement des meneurs et des arrières, ils n'ont pas de formation, cette expérience pour défendre un pick and roll dans ce rôle-là. C'est-à-dire qu'ils ont passé toute leur vie, toute leur carrière à défendre des pick and roll ou à traverser des écrans ou à rester attachés aux porteurs de balles. Ok, mais finalement connaître ils n'ont pas les automatismes forcément, je pense, dans la majorité des cas, de savoir ce qu'il faut faire quand tu défends non pas le porteur de balle, mais le poseur d'écran. Ce qui est quelque chose qui était un automatisme qu'ont les intérieurs, évidemment, c'est l'inverse. Mais je pense que c'est quelque chose que les meneurs et arrière n'ont pas
intuitivement ou n'ont pas jamais travaillé, ils ont jamais été mis aussi souvent que ça dans cette situation. Donc je pense que c'est aussi un des avantages de ce genre d'action, au-delà même du switch, au-delà même de ce genre de petits détails, de timing, etc. Il y a aussi simplement le fait que, en fait, tu forces la défense à faire un choix, tu forces le défenseur à faire un choix, mais en plus, c'est un choix qu'il n'est pas forcément habitué à faire. Oui, ça me faisait penser, je sais pas pourquoi, à l'opposition entre les Bucks et le Heat dans la bulle en 2020, où Budenholzer avait demandé à ses joueurs, mais en fait, on joue le drop tout le temps, quoi. Et même quand c'était on va dire, un jeu d'écran entre deux extérieurs, je me rappelle de séquences où Middleton jouait le drop, hein, alors qu'il devait être en face, je sais pas, en défense, c'était peut-être pas Butler, c'était peut-être Jay Crowder ou j'en sais rien, et tu me dis, bon, clairement, ça paraît pas comme ça de loin, déjà, ça paraissait pas hyper, j'allais dire hyper intelligent. Bon, je pense que Mike Budenholzer s'y connaît mieux que moi en coaching, mais bref, ça paraissait en tout cas assez bizarre. Mais on voyait bien aussi que Middleton n'était pas complètement à l'aise là-dedans. Il n'a pas les qualités premières pour le faire, mais il n'était pas à l'aise. Et on dit toujours, hein, l'une des qualités les plus sous-estimées sur les poseurs d'écran, sur les défenseurs justement des poseurs d'écran, c'est la communication. Il y a des fois, on croit quand on voit des séquences de se dire, mais un tel a défendu sur, je sais pas ce que j'ai en tête, mais Reggie Jackson a fait n'importe quoi en défense sur Kyrie Irving. Ouais, mais en réalité, la faute, c'est peut-être que, c'est un exemple que j'ai pas vu, hein, mais c'est juste pour prendre des joueurs, c'est plus parlant. Oui, peut-être que Reggie Jackson a fait n'importe quoi, mais parce que Zubac n'avait pas dit au bon moment, il faut que tu te mettes à prévenir, il y a un écran, ice, machin, etc. La communication, c'est vraiment pour je crois que d'ailleurs, hein, c'est les équipes travaillent dès qu'ils ont des rookies intérieurs à les faire beaucoup communiquer. C'était l'un des points justement qui était assez bon évoqué sur Evan Mobley, c'est quelqu'un aussi qui communiquait assez rapidement les bonnes choses. Et on peut imaginer que pour des extérieurs, communiquer au bon moment, c'est pas communiquer, dire la bonne phrase, hein, le bon mot-clé, c'est vraiment au bon moment, parce que c'est vous qui décidez, le défenseur du poseur de balle ne prendra la bonne position, la bonne posture, il ne la prendra pas avant que vous l'ayez annoncé, quoi. Et bon, voilà, hein, on peut imaginer que des Gobert, des Jacob Poeltl, des Jarrett Allen, ça soit des choses sur lesquelles ils sont hyper à l'aise parce que ils font que ça en fait tout le match. Mais tout d'un coup, si c'est des extérieurs et que si c'est à eux de commencer à appeler ce genre de séquence, c'est plus compliqué. Bon, c'est pour ça aussi que la majorité des équipes switch. Mais bon, est-ce que derrière votre switch sera le même si c'est un porteur de balle un peu plus important sur vous? C'est pas forcément le cas, quoi. Oui, parce qu'il y a cette notion d'automatisme et comme tu dis de communication entre les deux. Il y a le fait que les arrières sont pas habitués à défendre dans ce rôle-là, mais on peut dire l'inverse aussi, hein. Les intérieurs ou des joueurs plus gros sont pas forcément non plus habitués à défendre des porteurs de balles, à traverser des écrans parfois ou ce genre d'action. Du coup, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Enfin voilà, un vrai pivot comme je sais pas DeAndre Ayton qui doit défendre Nikola Jokic, si d'un coup il se prend un écran lui-même de Jamal Murray, ok, Jamal Murray il est pas très gros, mais DeAndre Ayton, je pense qu'il a jamais été vraiment lui-même screené beaucoup dans sa vie, quoi. Donc c'est bref, une question d'automatisme et d'expérience, etc. Qui donne aussi un avantage du coup à l'attaque, parce que tu mets des défenseurs dans des situations qu'ils ne maîtrisent pas complètement depuis toute leur carrière. Mine de rien, les points communs aussi qu'on peut relever dans tous les joueurs qu'on a cités, là, Stephen Curry, Van Vliet, Kyle Lowry, Jamal Murray, etc. C'est que il y a quand même des points communs déjà de puissance physique. T'en as parlé un peu tout à l'heure, de dureté aussi, de mentalité. Et ça, c'est assez important. Le fait aussi de vouloir poser un écran, il en parle dans l'article. Notamment, je crois que c'est une citation de Steve Kerr. Il en parle de vraiment ce fait de vouloir poser l'écran. Je crois que c'est Nick Nurse aussi qui en parle avec Fred Van Vliet ou Fred Van Vliet lui-même, je sais plus. Mais aussi d'accepter le challenge. Et pour le coup, c'est un truc que quand tu fais du scouting et notamment de certains intérieurs, c'est quelque chose, tu te rends compte à quel point c'est important parce que tu peux avoir des intérieurs, notamment bien membrés avec une bonne charpente et tout, qui ne savent pas poser un écran ou qui n'ont pas du tout cette mentalité, qui n'ont pas envie de le faire, quoi. Et là, je pense notamment à Anthony Bennett, malheureusement, athlète exceptionnel, mais qui n'a jamais posé un écran de sa vie, en fait. Même en NBA, il se rapprochait, il savait pas trop comment faire, quoi.
Donc il y a ce point-là qui est assez intéressant. Et un peu dans cette veine-là finalement de joueurs qui, pour le coup, eux, ils savent le faire et qui veulent le faire. On a aussi l'exemple de Bruce Brown, même si je voulais quand même un peu avoir ton avis. Alors moi, j'avais été très marqué par la première fois où Brooklyn avait fait ça. Je me souviens, c'était un match contre Golden State en 2021, janvier ou février 2021. C'était assez révolutionnaire. Et on a vu que sur le reste de la saison, ils ont continué à l'utiliser comme ça. Et depuis, c'est le cas. Mais c'est vrai que je mets un peu le cas de Bruce Brown un peu à part parce que c'est pas vraiment dans le même moule que les Stephen Curry, Jamal Murray, Fred VanVleet ou Kyle Lowry, dans le sens où Bruce Brown, pour moi, c'est plus quelqu'un qui joue vraiment dans un vrai rôle de pivot ou d'intérieur classique, mais qui est petit. Mais on n'est pas du tout dans la même diversité de skills des autres, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Je dirais que souvent c'est des joueurs qui sont mis dans ce rôle-là faute de mieux. C'est ça, ouais. Plutôt qu'au contraire de vouloir les mettre dans ce rôle-là pour les mettre en avant. Alors, tu vois, le premier exemple de ça, c'était beaucoup plus vieux. C'était André Robertson avec le Thunder. Ici, je dis pas de bêtises, notamment contre Golden State et en 2016. Je me trompe peut-être, mais je crois que ça date d'à peu près là. Parce que le Thunder avait besoin clairement de ce défenseur et même était assez court globalement sur ses rotations durant toute sa grande époque. Mais ils avaient l'avantage en fait sur quasiment les 4 autres postes, surtout quand ils jouaient petits avec Durant en 4 et Ibaka en 5, d'avoir en fait un spacing quasi idéal. Et on peut quand même préciser pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, André Robertson qui a un peu disparu depuis 2-3 ans, mais qui était un défenseur exceptionnel, mais absolument pas respecté, le joueur le moins respecté à 3 points de l'histoire de la NBA presque. Il doit être en course au tout du moins, quoi. Avec Tony Allen peut-être. C'est ça. Et je crois que Tony Allen est encore plus respecté. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que cette idée de se dire, bon bah oui, vous laissez André Robertson au périmètre, vous avez pas peur de son 3 points, il peut essayer de faire quelques cuts, mais bon, globalement, son défenseur, il va être assez loin de lui et va vous forcer à jouer les situations en sous-nombre numérique pour votre attaque, quoi. Et c'est vrai que plutôt que de laisser ce joueur-là au périmètre, ne rien faire complètement passif, au contraire, le rendre actif, faire que c'est lui qui va poser vos écrans. Et là, si vous décidez de manière logique, dites bon, on prend nos écrans, on continue de l'ignorer, et on fait une prise à 2 sur le porteur de balle, si la passe est réussie, vous avez André Robertson avec une situation de 4 contre 3 derrière, et qui là peut être un peu plus dangereux parce que balle en main, vous êtes pour le coup obligé de le respecter. Et là, il est vraiment sur une rotation, et en plus une rotation qui n'est pas une rotation quand vous êtes à 3 points qui vient de loin, une rotation assez proche du panier. Et du coup, vous pouvez dynamiser ce genre de joueur. En plus, souvent, c'est les extérieurs, donc certes, ils ont pas un dribble, une vision du jeu qui est extraordinaire, mais souvent, si c'est des extérieurs, bon, ils ont quand même l'habitude de poser quelques dribbles vers ce genre de choses, quoi. Et du coup, vous pouvez en fait dynamiser ces joueurs-là, même si vous les mettez sur le terrain avant tout pour leur rapport offensif, le rapport défensif, le fait de les mettre dans ce rôle-là va forcer. Est-ce que ça risque en fait d'être le rôle où la défense va être obligée de plus de les respecter et où vous allez pouvoir jouer vraiment à 5 contre 5 plutôt qu'à 4 contre 5, quoi. Et c'est exactement l'idée de Bruce Brown. On a besoin de son apport défensif et offensivement, plutôt que de le mettre dans le corner en sachant très bien que la défense se respectera pas. C'est de l'impliquer. En plus, lui, pour le coup, est pas un mauvais dribbleur. Il a justement ce petit flotteur qui est intéressant et tout. C'est peut-être la façon de dynamiser le plus et de trouver cet équilibre attaque-défense. Mais... Lui, pour le coup, il jouait vraiment meneur arrière du côté de la fac. Donc, il a un peu ce bagage qu'en plus Robertson n'avait pas, effectivement. Ouais. Et voilà, et c'est... le second exemple, c'est Gary Payton the second. Et je sais pas pour le coup en fait si on va avoir ce genre de profil devenir de plus en plus nombreux parce qu'en fait vous avez besoin de conditions très particulières pour qu'ils soient intéressants. Déjà vous avez besoin d'un défenseur, d'un très bon défenseur, d'un défenseur spécialiste parce que le reste de votre équipe n'est pas très bonne et d'amener ce profil très déséquilibré, un peu unidimensionnel, très fort en défense, pas bon du tout en attaque. Vous avez en général besoin de ce genre de profil déjà parce que votre défense est pas forcément très bonne, mais surtout, vous avez besoin offensivement d'un excellent spacing parce que si vous avez 2 joueurs comme ça, entre guillemets, vous pouvez en appliquer qu'un sur l'action, vous pouvez pas en appliquer 2, quoi.
Même si Golden State est pas loin de l'avoir réussi des fois avec Looney, Green, d'autres intérieurs. Et voilà, ça vous demande une création offensive, un spacing autour d'eux quasi idéal pour que quand ils sont impliqués sur l'action, ils aient les décisions les plus faciles à prendre et que la défense n'ait d'autre choix que de faire prise à deux sur le porteur de balle plutôt que de l'ignorer, quoi. Mais c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est une manière un peu de les cacher entre guillemets et de sauver un peu ton spacing. C'est les cacher en les impliquant en fait, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment sauver ton spacing en ne les faisant pas participer au spacing, quoi. Parce que s'ils posent l'écran, peut te permettre d'avoir les autres qui font le spacing et du coup tu peux un peu te sauver de cette manière. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je voulais un peu séparer un peu ce cas-là, mine de rien. Et lui il le fait pas trop, mais je voulais un peu séparer ce cas-là de vraiment les joueurs les shooters très skills, très techniques, qui peuvent faire plein de choses avec le ballon, Stephen Curry, etc. d'un côté, et de l'autre un peu les Bruce Brown, un peu ce modèle-là. J'avais noté aussi quelqu'un comme Matisse Thybulle le fait pas mal du côté de Philadelphie, encore une fois, pour cacher son manque de spacing, et parce que voilà, le pick and roll avec Thybulle, pick and roll inversé, ça marche aussi pas mal. Terrence Mann le fait aussi pas mal du côté des Clippers, encore une fois quelqu'un qui n'a pas de shoot. Bruce Brown, Josh Green du côté de Dallas également, même si Green a un peu plus de shoot, hein. Moi je l'adore, il a un peu plus de shoot, mais on est quand même plutôt dans une optimisation de role player plutôt que une vraie révolution du côté des stars. Et c'est un peu là-dessus où je voulais arriver aussi, c'est que voilà, c'est quelque chose qu'on fait pour essayer de contourner le problème de certains role players limités. Ok, le fait est aussi que on n'a pas encore, et on attend peut-être pour certains joueurs que eux qui sont déjà des stars fassent un peu sautent le pas et fassent ce style de jeu à la Stephen Curry ou à la Jamal Murray. Et là je sais pas si tu me rejoindras, mais je peux penser à des Trae Young. Westbrook. Non, justement, des joueurs comme Trae Young, comme Garland, même Donovan Mitchell, comme je sais pas, Devin Booker, ce genre de joueurs-là qui pourraient peut-être être plus utilisés dans des pick and roll inversés et qui sont encore pour l'instant utilisés beaucoup comme juste des porteurs de balles classiques, quoi, finalement. J'ai l'impression que il y a aujourd'hui pour employer des grands mots, il y a cette volonté des fois d'aller un peu au-delà de l'héliocentrisme et d'essayer d'impliquer son joueur dans des manières différentes. Tu vois, j'utilisais l'exemple de Booker pour les spin pick and roll. Une manière en fait de l'impliquer en étant loin du ballon, mais de manière très intéressante. Garland, pendant que Rubio était encore là, était pas mal utilisé sans le ballon, et c'est quelque chose que je trouvais très intéressant et que j'aimerais que Cleveland continue à développer là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'un Trae Young est très décevant là-dessus, clairement. Et ça, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a compris un peu certaines limites de l'héliocentrisme. C'est pas pour autant qu'il faut le jeter complètement à la poubelle, mais que c'est important de diversifier pour ces joueurs qui ont une charge offensive gigantesque. En fait, diversifier leur manière d'apporter offensivement et de les rendre aussi même un peu plus imprévisibles. Et aussi, ça dynamise vos coéquipiers d'une autre manière. C'est quasiment tout aussi important. Vous n'avez pas besoin forcément que ce soit vous qui ayez la balle dans les mains pour que vous soyez dangereux et globalement que votre équipe soit dangereuse. Et c'est vrai que moi aujourd'hui c'est quelque chose que je surveille pas mal, où ok, c'est important qu'un joueur puisse avoir ce côté extrêmement manipulateur en attaque et balle en main avec ce sentiment de toute puissance comme Trae Young a pu l'avoir sur certains moments. Mais j'attends aussi, surtout si le joueur est un bon shooter, à ce que sans ballon, sans être forcément Curry, qui je pense sera générationnel et même au-delà, quoi. Il y a plein d'autres petits exemples qu'on a donnés. Vous n'avez pas besoin pour faire un écran inversé que vous ayez forcément un Nikola Jokic à vos côtés. Il y a plein de manières différentes d'utiliser ce genre de menace. Et je pense que ça a du bon globalement pour votre attaque, pour vos coéquipiers, d'être capable d'évoluer sur ces différents registres. Alors, sur ces fameux pick and roll inversés, il en touche deux mots, mais vraiment pas beaucoup. Mais il y a un autre point
On va pas non plus développer beaucoup, mais l'autre aspect peut-être, il y a cet aspect des meneurs et des petits qui posent des écrans. Finalement, dans le pick and roll inversé, il y a aussi l'autre aspect qui est que le gros, il sait faire des passes. Et il sait manier le ballon plutôt pas mal. Ouais, ça soit un bon porteur de balle, quoi. Ouais. C'est ça, voilà. Et finalement, alors il nous cite un peu quand même l'exemple de Evan Mobley avec quelques passes assez sympathiques, même si c'est vrai que je trouve que, non pas que ce soit exagéré, mais c'est vrai qu'il est capable de faire des bonnes passes Mobley, mais je trouve que c'est plutôt du fait de sa taille finalement qu'une vraie créativité ou un vrai sens de la passe. C'est ça, ouais. Même, tu vois, même les exemples qu'il montre en vidéo, bon, je trouve que, ok, il est grand, il a un peu de vision, mais en fait, s'il avait pas cette vision-là, il serait ça serait mauvais, quoi. Mais bon, bref. Mais tout ça pour dire aussi que, donc, il y a l'autre aspect, je pourrais te laisser parler si t'as envie d'en parler, mais l'autre aspect de se piquer dans l'inversé, c'est aussi le fait d'avoir de plus en plus de joueurs un peu gros, un peu grands, très, très costauds, mais pourtant, qui sont de bons porteurs de balles. Et bon, évidemment, on a le cas de LeBron James, je sais pas trop si on peut l'inclure là-dedans, puisque de formation, c'est quand même plutôt en extérieur, mais on peut le mettre là-dedans, mais évidemment, on a des Antetokounmpo, qui, le vrai spécialiste des pick and roll inversés avec George Hill à l'époque, avec Malcolm Brogdon, etc. Voilà, l'attaque des Bucks sous Budenholzer, elle a commencé comme ça. Aujourd'hui, elle a un peu plus entre les mains de Drew Holiday et de Middleton sur la création sur demi-terrain, mais mine de rien, Antetokounmpo le faisait beaucoup. Jokic, évidemment, l'exemple parfait, le plus gros exemple qu'on pourrait trouver de gros qui peut inverser le pick and roll et être le passeur de très 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 bonne qualité. Jokic, Draymond Green, on a des Siakam, Kevin Love à l'époque, en tout cas dans les périodes où il était pas mal utilisé avec le ballon, il pouvait faire ce genre de choses. Bam Adebayo, Sabonis, etc. C'est vrai qu'on a aussi cet aspect-là de quand tu inverses le pick and roll, ok, tu diversifies le poseur d'écran avec des meneurs qui peuvent faire plus de choses, mais ce qui est intéressant aussi c'est que on a de plus en plus, en tout cas on a l'impression d'avoir de plus en plus d'intérieurs très techniques avec de très bons skills. Et le fait est que, avec cet exercice du pick and roll inversé, tu peux aussi utiliser totalement cette valeur-là de ces intérieurs. Oui, c'est pour ça qu'on était, par exemple, je pense, un peu tous déçus que Buddy Hield ne reste pas à Sacramento dans le transfert qui a fait venir Sabonis. Parce que ça paraissait être l'association parfaite, hein, mais une association qui aurait, je pense, fait beaucoup de mal aux défenses adverses du côté des Kings. Alors, je voudrais pas m'avancer, mais je pense que beaucoup de monde était aussi déçu pour Haliburton, plutôt. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je sais, quand j'ai vu le transfert, tu te dis, ok, c'était Haliburton contre Sabonis. Et c'est après, au début, je me suis dit, la combinaison avec Hield, elle est intéressante, et je vois, putain, il est parti, quoi. Tu parlais de McDermott, le moteur même pas que de la seconde unit, hein, même parfois de la première équipe, de ces Pacers-là, que j'ai beaucoup regardé, c'était Sabonis et McDermott, le fameux dribble and off ou le jeu à deux. Effectivement, on aurait pu avoir la même chose avec Buddy. Il y avait Brooklyn avec Joe Harris à une époque. L'année avant que Davis Bertans chope son contrat du côté des Wizards, on les voit bien. C'est qu'aujourd'hui, voilà, un spécialiste du shoot, c'est pas juste avant ça que vous l'employiez beaucoup sur des systèmes floppy, à savoir c'était lui qui faisait la course et avait plusieurs options, soit il sortait à droite, soit il sortait à gauche, et il devait réussir sa course après, mais c'était un peu un jeu du chat et de la souris. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, des shooters comme Ray Allen, Reggie Miller, etc., vous les employeriez énormément pour poser des écrans dans l'optique, potentiellement eux de se libérer après coup, mais aussi de libérer leurs coéquipiers. Dans tes souvenirs, Reggie Miller, par exemple, ou Ray Allen n'était pas trop utilisé comme ça? J'ai pas vécu l'époque Reggie Miller, donc. Mais Ray Allen non plus. Ray Allen, c'était. Après, Ray Allen, c'était coaché par Doc Rivers, donc voilà. Peut-être une limite de créativité tactique du coach aussi. Tu vois, même du côté du Heat, j'ai pas vraiment ce souvenir du joueur qui posait beaucoup d'écrans, quoi. Il y avait ce côté où vraiment il y avait une dualité qui était intéressante parce qu'Allen pouvait poser la balle, ce qu'il avait fait très bien à son époque des Sonics et tout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette dualité, elle était jamais vraiment mixée, quoi. C'était Ray Allen a le ballon, il fait ça, et Ray Allen a pas le ballon, il fait ça, et dans le il fait ça quand il a pas le ballon, c'est toujours des sorties d'écran. Mais j'ai peu de souvenirs, alors peut-être que ma mémoire me trompe, et je dis toujours que je me méfie beaucoup de ma mémoire et que j'essaye de ne pas donner d'avis avant le basket de 2010, même si je l'ai beaucoup regardé. Mais j'ai pas en tête que ça pose beaucoup d'écran. Je me rappelle quand on avait pour l'écho des parquets décortiqué la série entre les Kings et les Lakers de 2002,
Du côté des Kings, on a plusieurs joueurs qui, sans ballon, sont très intéressants. Et je crois que Stojakovic doit être le seul à poser des écrans, et encore dans un système assez spécifique qui revenait un peu souvent, mais il y avait, de mon point de vue, une pas assez grande inventivité là-dessus. Du moins, aujourd'hui, il serait beaucoup plus utilisé en poseur d'écran, Stojakovic, alors qu'avant, c'était limite une manière, pour le coup, un peu de mixer les deux, une sorte d'action à la Spanoulis, où je pose un écran, mais uniquement pour me libérer après, chose qu'on voyait Kurt Malone faire dans la Flex Offense aussi du Jazz. Mais bon, tout le monde un peu savait ce qu'allait se passer, et oui, la pose d'écran était intéressante, mais dans un contexte vraiment très limité à une action, quoi. Effectivement. Et donc c'est vrai que voilà, je l'ai pas dit, mais enfin, on l'a dit tout à l'heure, l'autre aspect, donc les pick and roll inversés avec ces fameux grands qui savent faire des passes. On l'a dit tout à l'heure, c'est le côté le défenseur intérieur, il est pas forcément habitué à devoir traverser des écrans dans ce rôle-là. Donc il y a ce côté aussi avantage parce que c'est pas l'habitude, quoi, c'est pas intuitif pour le défenseur de défendre ça. Et puis donc pour conclure, on arrive vers la toute fin de l'article, et notamment donc Nekias se pose la question. En tout cas, il dit qu'il va forcément y avoir un développement dans ce sens-là, c'est-à-dire de joueurs qui vont se diversifier, à la fois de meneurs qui vont poser de plus en plus d'écrans, et à la fois d'intérieurs qui vont de plus en plus être des porteurs de balles. Du coup, un peu ce phénomène d'inversion, il va y avoir une certaine diversification, mais la question, c'est maintenant de savoir à quel point, finalement. C'est un peu ça la grande question qui reste à savoir, et notamment, du coup, il parle un peu il a interviewé Raphaël Barlow du site NBA Draft Junkie. J'aimerais bien avoir ton avis, qui dit que finalement ce coup des pick and roll inversés, c'est plutôt quelque chose d'unique à la NBA et qu'on ne retrouve pas trop en Europe ou en NCAA. Alors pour la NCAA, on est d'accord. Pour l'Europe, toi qui peut-être regardes un peu plus que moi, je sais pas trop, qu'est-ce que t'en penses du coup? Non, ça fait trop longtemps que j'ai regardé du basket européen. Ok. Quand je le regardais, c'était dans les années 2010, et mon œil tactique était clairement pas bon à l'époque. Mais je vois ce qu'il veut dire. Hein. C'est l'un des grands écarts entre la NBA et les autres ligues, c'est le spacing qui est pas du tout le même. Et il suffit de dire, en NBA par exemple, vous avez la règle des 3 secondes offensives que vous ne retrouvez pas dans ces autres compétitions, quoi. Donc ça, plus la ligne à 3 points qui est moins espacée, une en face peut-être moins importante, même s'il y a une grosse évolution dans toutes les ligues autour du shoot à 3 points. Mais et puis il n'y a pas la chasse au mismatch non plus, il nous dit. Oui. En tout cas moins qu'en NBA. Après, par exemple, je citais tout à l'heure le nom de Spanoulis. Il a donné le joueur grec. Je sais même pas s'il est à la retraite aujourd'hui. Il me semble qu'il a joué tellement vieux, mais qu'a donné son nom à un système, et ce système, c'est de poser un écran et après d'aller au périmètre récupérer la balle pour jouer un pick and roll, quoi. Donc il y a quand même un petit peu ça. Je serais étonné que de ce que j'avais lu des différentes choses, en fait il y aura moins, je pense, la recherche au mismatch, clairement, qui elle demande beaucoup de spacing et d'autres conditions. Après, pouvoir employer un bon shooter de différentes manières, je serais très étonné que les coachs européens ne l'utilisent pas. Je pense qu'il y a peut-être une différence entre un aspect peut-être frontal, typiquement la recherche du mismatch avec cet écran inversé, et peut-être un aspect plus indirect qui, je serais très étonné qu'en Europe il ne soit pas développé aussi. Spanoulis se retraite en juin 2021. Oui, il a 30 ans. Ça a quand même un an quasiment, du coup. Donc voilà. Et surtout, donc on arrive à la toute fin de l'article, c'est notamment, on nous dit que, je crois que c'est un scout qui dit que finalement cette capacité à poser des écrans, on la regarde pas toujours chez des meneurs ou chez des arrières, mais finalement c'est quelque chose qui devient de plus en plus sous-estimé. Et on arrive notamment à certaines stats que je peux te lancer sur ce tableau, où on voit totalement cette évolution de ces fameux écrans sans ballon, sur le ballon et de manière générale, par sans possession des meneurs et des extérieurs NBA. Oui, et ce qu'on voit, c'est, je pense, on peut fixer, il y a 3 catégories dans son tableau qui sont les écrans de ses extérieurs sur le ballon, les écrans de ses extérieurs sans le ballon, donc pas sur une action où le ballon est impliqué, et les écrans globalement de ses extérieurs. Et du coup, sur le ballon, on voit qu'on est passé, en 2016, on était à 3,7
écrans pour 100 possessions faites par un extérieur. Et on est passé à 10,8 aujourd'hui. À l'inverse, par contre, sur les écrans loin du ballon, on est passé de 17,5, donc quelque chose de pas mal employé, à 15,9, donc une légère réduction. Et du coup, si on prend les totaux, hein, c'est sur le ballon et sans le ballon, on est passé de 21,2 à 26,7. Donc globalement, on voit en effet que c'est un phénomène de plus en plus important. Est-ce que tu sais si c'est par joueur ou par équipe, ça, du coup? Je pense que c'est par équipe. C'est globalement d'un point de vue collectif, quoi. Attends, remarque, je dis ça, mais je suis même pas sûr, mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas indiqué, ouais. Mais... C'est pas indiqué. C'est peut-être en fait pour un joueur moyen, mais j'aurais dit que bon, c'est... Il y aura plus de logique de mon point de vue que ça soit... Par équipe, ouais. Tu diras par équipe, c'est... par joueur, ça ferait... Ah, je sais pas. Par joueur, c'est beaucoup, par équipe, c'est faible. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, loin du ballon, ça, en l'espace de cette saison, ça n'a pas fondamentalement tant changé. Par contre, sur le ballon, c'est quelque chose qui a complètement explosé pour le coup, quoi. Et je vois bien, voilà, ça correspond un peu aux enfants de LeBron James, les enfants spirituels de LeBron James qui sont arrivés, les Harden, Doncic et compagnie, et du style de jeu. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour le coup l'une des évolutions de Curry, où bon, même si des Korver, etc. le faisaient, hein, c'est pour le coup, c'était... Remarque, j'allais dire Korver le faisait pas vraiment sur le ballon, quoi. On revenait un peu au style Ray Allen et compagnie. Mais c'est vrai que sur le ballon, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et c'est peut-être pour le coup l'une des influences de Curry aussi. Et c'est vrai que du coup, il conclut, pour boucler la boucle et revenir à sa fameuse introduction sur la série Golden State Cleveland, la fameuse finale 2016. C'est vrai que ça coïncide aussi, cette évolution depuis 2016, où on est passé de trois écrans sur le ballon à plus de 10, presque 11. Ça coïncide finalement avec cette fameuse chasse au mismatch qui s'est complètement développée. Et autant, c'est vrai qu'on l'a dit en début de podcast, mais c'est une stratégie qui a été appliquée à l'échelle d'une série qui était pas forcément hyper rentable sur l'ensemble des matchs d'une série. Mais c'est vrai que par contre, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, c'est le classique de toutes les équipes, en fait, qui est que en fin de match ou sur des moments précis, on va cibler un joueur. Et donc c'est vrai que ça participe un peu là-dessus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit ces fameux écrans pour les meneurs qui ont explosé depuis 7-8 ans, parce que bah oui, de plus en plus, on va rechercher à créer des mismatchs et donc à mettre le plus petit ou le plus faible défenseur sur la star adverse. Et donc pour ça, on a besoin de ces fameux meneurs et arrières qui viennent poser des écrans pour forcer le fameux switch, et on boucle la boucle. Ouais, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup dans cette stat la volonté de mixer par rapport aux défenses en switch les écrans fantômes des écrans réels. C'est voilà, d'amener cette côté imprévisible et d'essayer de forcer plus que l'attaque du mismatch, d'essayer de forcer la mauvaise communication défensive qui soit les deux joueurs vont partir avec celui qui a posé le faux écran, soit voilà, bref, qui est vraiment cette volonté de réfléchir. Et voilà, on le redit, c'est l'une des problématiques de la défense en switch, c'est que votre communication est impeccable. Et peu importe quelle est votre méthode pour dire on switch pas, la défense trouvera toujours un moyen de rendre la chose plus confuse, qui vous fera hésiter et du coup, vous fera concéder des lay-ups, des tirs ouverts et compagnie. D'ailleurs, pendant que tu disais ça à propos des écrans fantômes, je me posais la question. Tu vois un truc qui serait intéressant. Alors, le livre de Seth Partnow qu'on a lu, on a fait un podcast avec Rafa. Il passe 30 pages à nous expliquer comment fonctionnent les tracking d'attaque, et pas forcément passionnant. Par contre, tu vois, j'aurais été intéressé de savoir comment est-ce que sont comptabilisés du coup maintenant les ghost screens et ce genre d'actions sur les fameuses tracking data, sur les second spectrum, justement sur synergie, etc. C'est vrai que c'est un peu on arrive sur de la nuance et ça va être un peu compliqué de compiler toutes ces données, mais voilà. Est-ce que à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, Antoine, sur ce podcast? Non, c'était tout, mais voilà, l'article est intéressant, mais surtout parce qu'il met en valeur pour moi, en effet, l'un des aspects du jeu moderne qui clairement, voilà, je me trompe peut-être, mais de mémoire, bien que les stats là ici le confirment, n'existaient pas trop avant. Et que je pense qu'en comprendre tous les tenants et les aboutissants, c'est pas aussi simple que
voilà ce qu'on a retenu des finales 2016 et de l'attaque au mismatch. Je pense que ce qu'on voulait montrer, c'est que c'est plus compliqué que ça et que c'est aujourd'hui devenu une arme très importante pour les attaques. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, évidemment. Bon, donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ces fameux pick and roll inversés, un élément tactique toujours de plus en plus prenant dans la NBA actuelle, donc évidemment pendant ces playoffs, je vous encourage à essayer de noter ce genre de pick and roll, et peut-être que d'ailleurs à l'occasion on pourra revenir sur cet exercice plus en détail et plus en vidéo, peut-être aussi. Et donc voilà. Pour les prochaines fois, comme je vous dis en introduction, malheureusement, j'ai perdu avec un disque dur pas mal d'enregistrements, mais on a quand même pas mal de choses au programme pour les prochaines émissions. On a nos fameux duels de joueurs mystères. On va parler des trophées, notamment de Marcus Smart, même si je suis pas encore certain, mais je pense qu'on va parler de ça la prochaine fois. Et d'ailleurs, on va faire aussi des trophées un peu personnalisés à la sauce Basket Lab, vous verrez. On va parler de stats, évidemment, sur le Basket Lab, sur de la saison régulière, mais aussi sur des playoffs. J'ai trouvé un petit truc assez intéressant à vous partager, donc vous verrez ça sur les 3-4 prochains épisodes, je pense. Il faut juste que je trouve le temps de l'enregistrer. On a aussi évidemment des émissions un peu vintage au programme pour les prochains épisodes. Enfin bref, on a quand même pas mal de choses au programme. Ne vous inquiétez pas, normalement les problèmes sont réglés, donc on va pouvoir repartir de plus belle. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Encore une fois, évidemment, grand merci à Antoine d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.